Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et aujourd'hui, on reçoit Martina Shumova, qui est une autrice qui est avec nous 3 semaines pour le projet d'auteurs issus de la diversité. Bonjour Martina. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va bien. Martina, je vais parler un peu de toi pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu plus. Tu es née à Prague, tu es arrivée au Québec dans les années 1989 et tu as obtenu une maîtrise en études allemandes et tu as travaillé également dans le domaine de l'édition. Tu as des textes qui ont été publiés dans des collectifs ainsi que des revues Le Sabord et Mobius. Et ton premier roman, Boîte d'allumettes, a été sélectionné en 2020 pour être finaliste comment on appelle ça, des rendez-vous du premier roman. Voilà. C'est ça. Et je me demandais comment, en fait, ce premier roman s'est installé dans ton chemin de... Ça fait quand même quelque temps que j'écris. J'ai longtemps écrit un peu en secret parce que c'était quelque chose qui était super important pour moi. Puis en même temps, j'étais un peu insécure par rapport à ça. Puis certains épisodes sont là depuis vraiment longtemps. Je pense à l'épisode de l'auto que ça fait vraiment longtemps que j'essaye d'écrire, donc que j'ai écrit de différentes façons. Mais bon, ça avait tout le temps avorté. Il y a aussi C'est plutôt inspiré de ton histoire. Oui, on peut le dire, là. Tu sais, c'est roman parce que c'est de l'écriture, mais c'est en général au jeu. Donc, c'est mon histoire, si on veut. Eh bien, justement, en parlant de boîte d'allumettes, on va écouter un extrait de ton roman. Donc, c'est un tout petit extrait qui parle des mélanges de langues qui se font quand on immigre. À la maison, on parle tchèque. Les parents y veillent et nous réprimandent lorsque nous nous essayons à quelques insultes en français ramenées de l'école. La maison, c'est maintenant un appartement au rez-de-chaussée d'un bloc beige, rue de la Gare. Si on en sort et qu'on fait quelques pas de côté, on peut apercevoir l'ancien et le nouveau pont côte à côte. À l'extérieur, c'est français. À l'école, au dépanneur, à l'épicerie, sur la petite place que forment les blocs appartements et où on fait la course en vélo avec des enfants qui s'appellent Lisiane, Roxane et Michel. Dans leur bouche, mon prénom reste reconnaissable, même si le T change, devient T au lieu du T dur auquel je suis habituée. La finale s'aplatit et devient plus proche d'un O que d'un A, ce qui me déconcerte un peu. L'été, pendant les vacances, c'est de nouveau le tchèque partout. Nous récoltons des compliments pour notre bonne maîtrise de la langue. Nous ne sommes pas comme ces prétentieux qui reviennent de 3 semaines aux États-Unis avec un accent étranger, qui font mine de ne plus se rappeler comment on dit ceci ou cela. Ceux-là sont des snobs, des poseurs. Comment pourrait-on oublier si vite? Au contraire, relève ma grand-mère, la langue qui sort de nos bouches d'enfants est restée pure, un peu vieillie même, dépourvue des néologismes éclos ces dernières années. En visite au château de Konopishke, j'interprète les propos d'un touriste français et ceux de mes grands-parents. Ça me plaît, c'est assez facile de traduire la discussion simple. À part que les quelques semaines à Prague m'ont fait oublier comment on dit « česnek » en français. C'est de l'ail, bien sûr, ça me revient sur le chemin du retour. Dans les rangées d'un magasin à rayons, nous cherchons longuement ce que sont les duotagnes, exigés par la liste de fournitures scolaires. Nous finissons par acheter un genre de chemise que j'ai peu revu par la suite, avec 2 attaches très longues retenues par un filet de plastique large de presque 1 cm. La couverture est transparente, rose fluo, le dos de plastique blanc. 2e année, 3e tout au plus. Lorsque la liste de vocabulaire arrive à « un », je fais répéter le son à ma mère. La différence entre « i » et « un » est difficile à saisir pour mes parents, encore plus à prononcer. Ils sont jeunes, même pas la trentaine, mais déjà apprendre une autre langue leur est incomparablement plus ardu qu'à nous, enfants éponges parlant français dès la fin de la maternelle. Longtemps, ma mère me fait téléphoner à sa place, me charge de certaines commissions. Je m'exprime tellement bien, n'est-ce pas? C'est tellement facile pour moi. Encore aujourd'hui, après 30 ans de ce côté de l'Atlantique, ma mère est gênée de son accent, pourtant très léger. Elle reste, dit-elle, une minorité audible.
Oui, puis si je peux me permettre, il y a des images aussi dans ton roman. Comment le visuel entre en relation avec ton écriture? Est-ce qu'il y a un visuel et puis après, tu écris ou c'est plutôt l'écriture, ensuite tu y colles un visuel dans ton processus artistique? Comment ça s'est fait, tout ça? En fait, ça dépend des projets. Pour ce projet-là, c'était quand même un peu documentaire. Donc, il y a des photos qui étaient là vraiment dès le début. La photo, par exemple, de ma grand-mère quand elle était petite fille. Puis, c'est une photo vraiment qui est toute petite, là, que j'ai fait agrandir après. Puis, plus le projet avançait, plus je découvrais des photos en noir et blanc que mes parents faisaient quand on était enfants, mon frère et moi, qui étaient sous forme de négatifs. Donc là, j'ai commencé à les faire développer, numériser, tout ça. Puis pour moi, c'était un genre d'ancrage pour la mémoire. C'est sûr qu'une photo, ça va évoquer instantanément des sons, des textures, des lumières, des souvenirs, c'est ça. Je pense que pour le lecteur, après, c'est autre chose. Pour le lecteur, bien, c'est sûr que ça réfère pas nécessairement à quelque chose, mais ça amène des éclairages qu'un texte ne peut pas donner. Donc, c'est une autre perspective. Puis bon, après, dans d'autres projets, c'est sûr, c'est différent, là. Souvent, le visuel va disparaître, je dirais. C'est comme là dans le processus de travail, mais pas nécessairement dans le texte final. OK. Donc, ça ne vient pas toujours dans ton processus artistique? Non, je dirais que je n'ai pas de méthode définie encore. Oui, c'est super. En fait, tu viens d'évoquer que dans ton processus d'écriture, tu évoques souvent que tu reviens à la mémoire, aux archives intimes, à la fragilité. Tu dis même à la contingence des constructions humaines, je reprends tes mots. Tu y écris donc, en fait, ton rapport à, si je ne me trompe pas, là, à une sorte de vulnérabilité de la vie, du temps qui passe. Est-ce que tu es une personne nostalgique? Je me demandais, est-ce que c'était comme un moteur pour avancer, pour écrire, se replonger dans des souvenirs, avoir une espèce de nostalgie créatrice? Oui, c'est vraiment intéressant comme question parce que la nostalgie, des fois, on dit que c'est lié à une mauvaise mémoire, donc à un élagage des aspects plus négatifs là, de ce qu'on a vécu. Donc, en ce sens-là, moi, j'ai une très mauvaise mémoire, fait que ça se pourrait qu'il y ait un aspect nostalgique. De façon plus théorique, je suis quand même assez fascinée par ce processus-là de disparition. J'ai travaillé pour ma maîtrise, puis après dans des archives. Puis là, c'est très, très évident qu'il y a juste une toute petite partie des documents qui sont conservés. Bon, dépendamment des époques, ça varie, là. Il y a certains types de documents qui sont conservés plus que d'autres parce qu'on les considère, par exemple, comme plus valables que d'autres ou qui sont relatifs à des gens qui ont une certaine richesse, qui ont le loisir de conserver ça. Après, bien, il y a des feux, des catastrophes naturelles, il y a plein d'événements qui font que ce qui reste, c'est un peu aléatoire. Donc, oui, je m'intéresse à ça. Puis, bien, pour l'autre partie de la question, la fragilité des constructions humaines, oui, ça me fascine. Puis, je pense que je pense que des fois, on le voit peut-être pas assez. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis aussi un peu dans la boîte d'allumettes, ce genre de construction un peu complexe entre les personnages? Oui, je pense que ça transparaît. OK. On va découvrir, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus, pourront lire ton livre. Pour ta résidence ici, donc tu es à Montjoly pour 3 semaines. Dans ta demande, tu disais que tu désirais, en fait, parcourir des lieux inconnus, nouveaux, qui sont étrangers pour toi, que tu disais que tu voulais marcher, aller dans des endroits vraiment inexplorés pour toi, mais toujours reliés à la marche qui est quand même, qui a son rythme, qu'on peut observer le monde d'une certaine manière aussi dans la marche. Donc, je me demandais où tu en étais dans ce processus-là. Est-ce que c'est vraiment le chemin que tu as choisi ou tu es vraiment dans autre chose puis tu t'inspires d'autre chose dans
dans ta résidence là, jusqu'à maintenant? En fait, ce projet-là, je le voyais un peu comme l'inverse de ce que j'ai fait dans Boîte d'allumettes, où je m'intéressais aussi à des lieux, mais des lieux qui étaient saturés de sens pour moi, qui avaient vraiment une grande charge émotive, puis ne serait-ce que par... ne serait-ce que par la répétition. Puis ici, ben c'est ça, moi, je suis jamais venue à Montjoly, à moins que j'oublie quelque chose, mais je ne penserais pas. Donc, pour moi, c'est relativement nouveau. Puis je me disais que de me heurter à une certaine opacité, tu sais, de ne pas chercher, avant de venir ici, à en savoir plus nécessairement sur les aspects où se concentre un intérêt peut-être historique ou esthétique. D'aborder ça un peu comme ça vient, mais c'est un peu ça, cette posture de l'étranger, si on veut, là, un étranger extrêmement privilégié. Là, c'est sûr, je suis logée ici au Château Landry, puis j'ai quand même une énorme liberté, donc c'est bon, c'est un peu... c'est ça. C'est un peu facile, là. Puis... Oui, donc c'est un peu ce que je fais. Puis aussi, bien, explorer comme ça, c'est sûr qu'on s'expose à se buter à des cul-de-sac, mettons, ou à marcher à un endroit qui, finalement, il faut faire demi-tour, ou on se rend compte que ben, c'est pas nécessairement super intéressant. Donc, puis dans ton processus artistique, comment ça prend place? Est-ce que c'est quelque chose qui va nourrir là, directement un peu comment tu vas écrire, ou est-ce que c'est des lieux qui t'inspirent puis ça rentre dans ton écriture, ou c'est plus une manière un moteur pour écrire justement cette marche-là? Je pense que c'est oui, un moteur pour écrire. OK. En premier plan, là. En espérant que ça fonctionne. En espérant que ça fonctionne, oui, exactement. Jusqu'à maintenant, est-ce que ça fonctionne avec toi? Pour l'instant, j'ai été comme, grosso modo, là, si on considère que le fleuve est au nord, bien, j'ai été nord-est-ouest. Puis, bien, je me retrouve justement un peu dans ce flottement-là. Quand on est dans une place qu'on ne connaît pas, on n'a pas de repères encore. Donc, des fois, je ne sais pas trop, est-ce que j'ai le droit d'être là où je suis? T'sais, je suis dans un champ. Bon, j'ai contourné, mettons, l'aéroport pour aller jusqu'au fleuve. On ne sait pas trop. Il n'y a pas trop d'autres personnes qui marchent dans les lieux. C'est ça que j'ai remarqué aussi. Donc, c'est ça. Je suis encore en flottement, en découverte. OK. Bien, en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances en espérant que ça nourrisse ton processus artistique plus grandement. Par quel désir, toi, t'étais portée à venir passer 3 semaines à Montjoly? Il y avait être dans un endroit étranger. Est-ce que tu avais d'autres motivations aussi qui entouraient ta venue ici? Bien, c'est sûr que être n'importe où puis avoir la possibilité de se consacrer juste à écrire, à créer, c'est vraiment une occasion superbe. Donc, il y a ça. Puis, ben, le fait que le fleuve soit si proche, le fleuve, c'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement inspirant. Là. J'ai des nouvelles fantastiques en plan, en chantier, en projet qui s'inspirent beaucoup du fleuve. Donc, c'était certain que Montjoly, ça pourrait être une destination assez rêvée. Donc, tu écris aussi du fantastique, là, si j'ai d'attraper la balle. Oui. Ben, c'est ça, j'ai plusieurs projets. C'est toujours un peu mystérieux. Je ne sais pas ce qui va déboucher. Donc, c'est difficile d'en parler concrètement, mais oui, tout à fait. Là. Bien, on a très hâte de t'entendre à ta sortie de résidence parce que dimanche, le 11 juin, tu vas être en sortie de résidence au Musée régional de Rimouski aux côtés de Paola Huitron. Vous ne travaillez pas sur le même projet, donc vos projets sont vraiment séparés, mais les gens qui vont pouvoir venir gratuitement vous rencontrer à votre sortie de résidence, puis on pourra voir quel a été ton processus jusque-là. Et également, si je me permets, samedi, le 10 juin, à partir de 10 h, au Musée régional de Rimouski encore, ça c'est la journée d'avant, donc le samedi, c'est une journée porte ouverte sur la création et de 10 à midi, tu vas donner un atelier d'écriture qui est ouvert au public. Donc, si les gens veulent s'inscrire, rendez-vous sur quoivivrerimouski.ca. C'est une matinée café croissant, écriture matinale avec toi, Martina Chimova. Donc, ça risque d'être super intéressant. Il y a 10 places, c'est une activité gratuite, donc on est excités de voir qu'est-ce
qu'est-ce que ça va donner. Et de 14 h à 16 h, ça, c'est la même journée, il y a en fait la journée création au musée. Et la population est invitée à venir te rencontrer, à venir te déranger en train d'écrire pour en savoir davantage sur ton travail, ton processus créatif. Donc, on invite chaleureusement les gens samedi, le 10 juin et dimanche à venir au musée régional pour te rencontrer. Merci beaucoup. Bien, merci, Martina. Je te souhaite bonne chance pour la suite. On remercie chaleureusement nos partenaires habituels, la librairie Liboukou de Montjoly, l'Alphabet de Rimouski et bien sûr notre collaborateur, la télévision communautaire de la Métis. On se dit à très bientôt.